Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e cours de philosophie générale consacré à la notion de vivant. Il est temps à présent de nous attaquer à la célèbre théorie de l'évolution des espèces de Darwin, théorie ô combien importante et essentielle dès lors qu'il s'agit de penser la vie à partir d'un certain dynamisme évolutif. En effet, on a établi précédemment avec Canguilhem qu'il était nécessaire de considérer le vivant en lui-même, tel qu'il est, en tant qu'être engagé dans un processus de sélection relativement à un milieu naturel, si l'on voulait tenter de comprendre sa nature. Eh bien, c'est plus ou moins ce que Darwin avait tenté de faire, à ceci près qu'il a procédé à une approche historique du vivant, car une analyse ou une observation du vivant, sur une courte période à un instant donné, ne peut que nous donner des bribes d'informations et ne constitue pas un matériau suffisamment important afin d'en déceler certaines régularités. L'apport décisif de Darwin, avec son ouvrage L'origine des espèces pour l'humanité entière, est d'avoir récusé deux grandes idées: la nécessité de penser un créateur à l'origine de la vie sur Terre, et le fait que l'homme soit créé à l'image de Dieu par conséquent, ce qui engendrera une grande polémique, sur laquelle je reviendrai en fin de vidéo et conduira à une rupture décisive entre les partisans de la théorie évolutionniste de Darwin et les créationnistes. Mais on verra que cette opposition est peut-être dépassée quand on y réfléchit. Et le fait que les espèces soient fixes et immuables tout en possédant des propriétés conformes à une finalité. Donc ça, c'est la deuxième chose que la théorie de l'évolution de Darwin rend impensable. Nous allons voir qu'avec Darwin, il y a une réfutation possible de toute forme de téléologie que l'on avait reléguée au titre de simple hypothèse avec Kant. Autrement dit, il n'est plus possible, en rendant compte de l'évolution des espèces et de cette logique évolutive propre au vivant, de parler d'une nécessité créatrice à l'œuvre dans l'élaboration des propriétés des êtres vivants. La structure de l'ouvrage L'évolution des espèces comprend un premier chapitre sur la variation des espèces à l'état domestique, puis une fois constaté qu'il y a assez peu de variations, un second chapitre consacré à leur variation à l'état de nature. Enfin, constatant que les espèces varient davantage en termes de propriétés à l'état naturel, et saisissant ainsi celle-ci dans une vision d'ensemble, donc, Darwin établit un troisième chapitre où il établit le moteur du développement des espèces comme étant la lutte pour l'existence. Autrement dit, c'est l'adversité qui pousse les espèces à évoluer progressivement. C'est particulièrement sur ce troisième chapitre que je vais m'appuyer, mais d'abord, je vais faire quelques petites précisions historiques. En effet, il ne faut pas croire que Charles Darwin a eu l'intuition d'une évolution des espèces suivant la logique d'une sélection de qualités transmises de façon héréditaire à leurs descendants, selon un critère d'utilité ou d'inutilité, tout seul comme un grand. Le penseur Jean-Baptiste Lamarck a, le premier, développé cette théorie, qui demeure l'un des fondements de la théorie darwinienne, dans son ouvrage Philosophie zoologique, un demi-siècle avant Darwin. La fameuse thèse de Lamarck peut se résumer dans la citation suivante, je cite: « Les circonstances influent sur la forme et l'organisation des animaux. » Et un peu plus loin, il nous dit: « Si de nouvelles circonstances devenues permanentes pour une race d'animaux ont donné à ces animaux de nouvelles habitudes, c'est-à-dire les ont portés à de nouvelles actions qui sont devenues habituelles, il en sera résulté l'emploi de telle partie par préférence à celui de tel autre, et dans certains cas, le défaut total d'emploi de telle partie qui est devenu inutile. » Fin de citation. Il y a dans le passage que j'ai cité quelque chose de vrai, mais aussi quelque chose de faux qui sera démenti par la théorie de Darwin. La première, c'est que la raison des préférences des animaux dont on a parlé la fois précédente est déterminée par des circonstances, autrement dit par leur milieu. On peut songer au climat et à leur habitat naturel, qui les amènent à développer certaines compétences pour pouvoir survivre.
Si on reprend l'exemple du singe, on peut dire qu'il a un corps agile et possède une grande souplesse parce que sa nourriture est le plus souvent dans des arbres et que chercher sa nourriture dans les arbres lui évite d'avoir à affronter la plupart des prédateurs qui se trouvent sur Terre. L'hypothèse est de moi, mais je pense qu'elle n'a rien de farfelu et qu'elle colle à cette théorie. Et il y a un autre exemple plus parlant qui est de Lamarck et qui sera vivement critiqué par la suite, mais j'y reviendrai. Une espèce vivante évolue donc par un processus de transmission de certaines propriétés physiques utiles à la survie et par un processus d'épuration et donc de suppression progressive des propriétés qui empêchent la survie ou ne favorisent pas cette dernière. Là où la théorie de Lamarck, qui fait beaucoup penser à celle de Darwin pour l'instant, pêche, et là où elle sera dépassée par cette dernière, c'est sur le fait que l'évolution des espèces ait lieu de manière graduelle à travers le temps par l'exercice des différentes activités propres au vivant dans son milieu. L'exemple le plus célèbre pour illustrer cette théorie est celle de la girafe qui aurait originellement le cou court. À l'origine, la girafe aurait été l'équivalent d'un petit girafon et son cou serait devenu long à force de tirer dessus pour atteindre les fruits dans l'arbre. Autrement dit, c'est l'activité répétée de la girafe dans son milieu afin d'obtenir ce dont elle a besoin, ici tirer sur son cou, qui serait responsable de son long cou, qui est une propriété universellement propre aux girafes à travers le monde. Il y a donc, dans la théorie de Lamarck, l'idée selon laquelle un être vivant ne doit sa survie qu'à des qualités acquises de façon graduelle et progressive par répétition et habitude dans l'interaction entre l'espèce et son milieu. Cette idée pose problème car elle suppose que l'évolution d'une espèce se fait de façon temporelle et progressive. Or, la girafe, si on reprend l'exemple de Lamarck, n'a pas pu obtenir son long cou de façon lente à travers le temps, sinon elle serait morte avant d'avoir pu atteindre le fruit et survivre. De fait, la girafe a toujours existé selon sa configuration de girafe, possédant un long cou, autrement elle n'aurait jamais existé. Une espèce qui n'aurait pas les propriétés pour survivre à son milieu serait, selon Darwin, inadaptée et donc ne pourrait survivre. Ce qui explique la diversité des espèces ainsi que la diversité de leurs propriétés physiques, c'est la fameuse notion de sélection naturelle que Darwin introduit dans l'extrait suivant que je vais à présent citer. Il s'agit donc d'un extrait du chapitre 3 de L'origine des espèces consacré à la lutte pour l'existence. Darwin y explique notamment que c'est en vue de la conservation de l'espèce et afin de lutter contre sa disparition que toute espèce développe des qualités qui seront effectivement transmises aux générations suivantes. Je cite : « C'est grâce à cette lutte que les variations, si minimes qu'elles soient d'ailleurs, et quelle qu'en soit la cause déterminante, tendent à assurer la conservation des individus qui les présentent et les transmettent à leurs descendants, pour peu qu'elles soient à quelque degré utiles et avantageuses à ces membres de l'espèce, dans leur rapport si complexe que les autres êtres organisés et les conditions physiques dans lesquelles ils se trouvent, leur descendance aura ainsi plus de chances de réussite. Car sur la quantité d'individus d'une espèce quelconque qui naissent périodiquement, il n'en est qu'un petit nombre qui puisse survivre. J'ai donné à ce principe, en vertu duquel toute variation avantageuse tend à être conservée, le nom de sélection naturelle, pour indiquer ses rapports avec la sélection appliquée par l'homme. » Fin de citation. Il y a donc cette idée d'une adversité liée à la nature. Autrement dit, la nature ne cherche pas à favoriser la vie, et encore moins la vie de toutes les espèces qui y vivent. De manière générale, on ne peut pas parler d'intention propre à la nature, ni la personnifier avec Darwin, car Darwin est un penseur et scientifique ayant introduit la notion de hasard et d'aléa dans le processus de sélection naturelle. Pour le dire autrement, s'il y a une logique du vivant,
Cette logique n'a rien d'un projet qui serait le propre d'une intention divine ou créatrice que l'on pourrait rapprocher d'une raison humaine. Il y a un contresens qui est fréquemment fait au sujet de la théorie de l'évolution de Darwin. Par exemple, c'est pas la nature qui s'est dit « Ah, je veux que cet animal-là qui est un poisson naisse avec des branchies pour vivre dans l'eau, parce que sinon la nature ça deviendrait l'équivalent de Dieu ». Donc le contresens qui est fait, c'est celui selon lequel la nature sélectionnerait d'elle-même ses élus en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle sélectionnerait d'elle-même les espèces qui seront naturellement aptes à y vivre. Dire ça, c'est enlever la part de hasard propre à l'évolution et ne pas comprendre la spécificité du concept de sélection naturelle. Que nous dit Darwin au début du texte que j'ai cité ? Il nous dit précisément que la variété des propriétés des êtres vivants vient d'une lutte incessante pour la survie. Un être vivant veut vivre et il va donc développer des compétences pour s'imposer face à l'adversité de la nature. Par exemple, pour survivre, les premiers hommes ont bien été obligés de développer des parties de leur cerveau en développant des outils destinés à produire du feu ou à obtenir de la nature différents éléments vitaux. Ce transfert de savoir de génération en génération permettrait d'expliquer que l'intelligence humaine n'en soit pas restée à l'âge de pierre justement. Toutefois, ce n'est pas la nature qui décide de quoi que ce soit à propos des espèces qu'elle choisit de voir vivre ou disparaître. La sélection naturelle est le résultat d'une adaptation des êtres vivants qui y vivent à leur milieu naturel. Une espèce vivante peut être adaptée à son milieu durant un temps et ne plus l'être par la suite. C'est ce qui est arrivé par exemple aux pauvres dodos de l'île Maurice lorsque des infâmes colons ont découvert l'île. La cohabitation ne s'est pas bien passée, les pauvres ils les ont chassés, ils ont essayé de les manger et en plus ils étaient même pas contents de leur viande donc ils auraient mieux fait de leur foutre la paix. Enfin bon, bref. La cohabitation ne s'est pas bien passée et aucun dodo, un bel oiseau grassouillé aux petites ailes, n'a survécu au voyage lorsque certains eurent la présence d'esprit d'en ramener en Europe. Ils ont pas supporté d'être déracinés de leur milieu naturel. Donc je prends l'exemple de cette espèce disparue que j'aime beaucoup personnellement, pour vous montrer que la sélection naturelle est la conjonction entre les propriétés d'une espèce qui lui permettent d'être adaptée à son milieu et les changements relatifs à ce milieu. La part de hasard qui est au principe de l'évolution, qui est le lien entre propriété des espèces et milieu. Le dodo pouvait vivre paisiblement et se passer de voler du fait de ses petites ailes atrophiées qui lui permettaient pas justement de voler, jusqu'à ce que son milieu évolue en intégrant des hommes, détruisant des parties entières de son milieu naturel et introduisant de nouvelles espèces d'animaux, empêchant l'espèce de survivre. La sélection naturelle, c'est donc l'adaptation ou la disparition d'une espèce liée à une adéquation ou une inadéquation entre les propriétés d'une espèce et son milieu. Milieu qui peut évoluer aussi en fonction du climat, avec le temps, ou avec l'apparition de nouvelles espèces. Pour le dire très simplement, une espèce est adaptée à la nature, et si elle est adaptée, c'est qu'elle possède des qualités qui font d'elle une espèce capable de survivre et de donner lieu à des descendants qui hériteront de ses ancêtres. Les qualités nécessaires à cette survie, et si ces propriétés ne permettent plus à l'espèce en question de survivre, alors le hasard lié à cette sélection naturelle fait que l'espèce s'éteint. La girafe avait donc un cou déjà plus long que les autres espèces, et puisque ce cou lui permettait d'atteindre plus facilement les fruits en hauteur dans les arbres, on peut supposer que cette propriété a été conservée et amplifiée à la suite des générations suivantes, puisqu'elle favorisait la survie des girafes. L'évolution des espèces a donc lieu sur une très longue période, et celle-ci est liée à une disparition et à une apparition permanente d'espèces à cause d'une adaptation ou d'une inadaptation à la nature. Vient maintenant les controverses
ou les problèmes engendrés par la théorie de l'évolution de Darwin, le fait que la diversité des espèces soit le propre d'une évolution, évolution comportant des aléas qui plus est, ne plaît pas beaucoup à la communauté religieuse et créationniste, et à mon avis, c'est une erreur, car la théorie de l'évolution de Darwin rend avant tout compte d'une dynamique de sélection naturelle, en montrant qu'il est possible de rejeter l'idée d'un Dieu créateur pour rendre compte de la diversité et de l'évolution des espèces. Elle n'apporte aucune réponse concernant l'origine du monde ou la cause première qui serait responsable d'un ancêtre commun dont dériverait la multiplicité des espèces animales dont nous faisons partie. Autrement dit, la théorie de Darwin porte davantage sur le comment de la vie plutôt que sur son pourquoi. Comme toute théorie scientifique, un tant soit peu rigoureuse et empirique depuis le 19e siècle, mais j'ai déjà consacré une vidéo là-dessus à la fin de ma série de vidéos sur la vérité, donc vous irez voir. Toutefois, l'aspect qui, à mon avis, irrite le plus les religieux, qui croient en une création divine, reste le fait que l'homme soit mis sur un même plan que les autres espèces animales. Lui, l'être suprême, pensé comme intelligemment supérieur par Dieu à son image. Vous pouvez facilement retrouver sur internet des caricatures de Darwin à moitié singe, en guise de représailles venant de ces gens-là d'ailleurs. Là encore, il y a un léger malentendu, car lorsque l'on dit que l'homme descend du singe, en faisant référence aux travaux de Charles Darwin, expliquant que nous serions des descendants d'une sorte de singe, il faut bien comprendre que ce singe dont on descendrait n'est pas un singe. Si par singe, on entend les différents bonobos, chimpanzés et orang-outans que nous connaissons. Il s'agirait en fait d'un cousin très éloigné des singes, qui, tout en y ressemblant, ne serait pas à proprement parler identique aux singes que l'on connaît. Enfin, au niveau scientifique et non strictement philosophique, il y a tout de même un point sur lequel la théorie de l'évolution de Darwin reste perfectible et critiquable, c'est au niveau du fameux chaînon manquant entre le fameux ancêtre, que l'on nommera le cousin des singes, et nous-mêmes. Scientifiquement, aucune recherche n'a pu rendre compte d'un homme servant de transition ou de maillon manquant entre l'ancêtre cousin des singes, qui reste très différent de nous en termes d'apparence, et nous-mêmes. Concernant l'aspect philosophique et social, il y aurait bien des choses à dire, mais il est évident que cette théorie d'une sélection naturelle des espèces sera instrumentalisée à des fins nauséabondes, notamment avec l'idée de darwinisme social, qui sera une déformation de la théorie de Darwin, et un raccourci de celle de Spencer, lui-même influencé par Darwin, selon lequel les citoyens sont plus ou moins adaptés à la vie en société, et qu'il ne faudrait rien faire pour aller à l'encontre des sélections qui ont lieu au sein de la vie en société, et qu'il serait contre nature même d'aider par conséquent les plus démunis qui ne parviendraient pas à s'adapter. Je consacrerai un jour une vidéo à cette horrible théorie, et je m'interrogerai notamment sur la parenté exacte avec Darwin et surtout avec Spencer, le sociologue et philosophe victime de controverses encore plus que Darwin. Je vous fais part de ces différentes pistes de réflexion pour que vous ayez les cartes en main pour faire des recherches plus approfondies si cela vous intéresse, et aussi parce que ce n'est pas à partir de ces différents points que je compte faire avancer la réflexion sur la notion de vivant. En effet, on pourrait se contenter de dire que la théorie de Darwin est une théorie scientifique irréfutable, qui au fond n'a pas grand-chose de philosophique, ce qui en fait est faux. Et effectivement c'est faux, car il n'existe aucune, déjà parce qu'il y a une dimension philosophique et dans la théorie de Darwin et un bouleversement métaphysique qui s'ensuit, et ensuite c'est faux car il n'existe aucune théorie en science dont on puisse affirmer qu'elle est irréfutable ou le demeurera éternellement à ce jour en tout cas. Il y a guère que les benets qui idolâtrent la science en faisant comme si la science c'est plus certain que toute autre chose au monde, mais bon, une théorie scientifique n'a pas valeur de sacro-sainte vérité universelle perpétuellement irréfutable, sinon il n'y aurait jamais eu de développement de la science, bon passons, et surtout, sans vouloir remettre en question les découvertes de Darwin, nous n'avons aucune prétention à le faire évidemment, il est tout de même possible d'avoir une réflexion sur cette notion de survie ou de lutte pour l'existence
qui sert de moteur principal dans le processus de sélection naturelle propre à l'évolution. En effet, va-t-il de soi que la survie suit toujours une logique de survie des différentes espèces? Est-ce que le but de la vie, c'est la survie? Est-ce qu'il peut y avoir en fait une stricte équivalence entre les deux? Ne peut-on pas constater empiriquement qu'il existe au sein des comportements humains des éléments destructeurs s'éloignant complètement de la simple survie et qui, sans remettre en question le postulat selon lequel la survie sert de dynamique au développement des espèces, tend au moins à remettre en question le fait que l'homme soit un animal comme les autres et sujet à la seule survie comme finalité suprême de son existence? Ou bien peut-on dire que si l'homme ne fait plus rien pour assurer la persistance de sa vie sur Terre à l'avenir, c'est peut-être qu'il n'est plus adapté pour pouvoir continuer à y vivre dans un certain nombre d'années? C'est sur ces considérations-là que l'on s'interrogera la prochaine fois, considérations ô combien actuelles il me semble, et je m'attaquerai à un aspect inconnu et jamais développé d'un grand philosophe déjà traité à plusieurs reprises sur cette chaîne. Je ferai ainsi appel à des ressources qui me sont propres pour développer des brides d'une thèse que je souhaiterais développer de façon plus approfondie à l'avenir, si j'ai le temps, car ce sont des réflexions qui me passionnent et qui sont plus que jamais nécessaires à l'heure actuelle. En tout cas, de mon point de vue. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité si vous êtes déjà abonné à ma chaîne. Et je vous dis à une prochaine fois pour une ultime réflexion sur la notion de vivant. À bientôt!